Olivier, bienvenue. Merci d'avoir accepté toi aussi de consacrer un samedi après-midi à Ethiopia. Donc, vous connaissez tous Olivier de Scuter, en tout cas toutes et tous qui êtes inscrits, puisque vu le succès, c'est une superstar déjà. Je rappelle néanmoins un peu quelques éléments de sa biographie. Donc, Olivier s'est fait connaître, en tout cas de moi, je vais dire, il est professeur de droit international à l'UCL. Il s'est fait connaître comme rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Par ailleurs, il a travaillé aussi sur les questions de gouvernance et sur les questions de protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne. À ce titre-là, il a publié de nombreux rapports auprès de ces instances internationales et européennes. Aujourd'hui, il est rapporteur spécial des Nations Unies sur l'extrême pauvreté et les droits humains. Mais par ailleurs, ce n'est pas autour de ces questions-là que nous abordons aujourd'hui. C'est sur un sujet qu'on appelle transversal, pour employer un mot bateau, qui est, que nous avons appelé donc les 10 lois de l'inertie, qui est d'identifier les freins psychologiques et sociologiques qui entravent le changement de société et qui est aussi d'identifier les leviers dont on dispose pour amplifier un changement de société en cours. Voilà une brève présentation. Si tu veux rajouter quelque chose, Olivier, n'hésite pas. Je crois maintenant, donc comme tout le monde l'a vu, en tout cas tous ceux qui étaient arrivés il y a déjà 5-10 minutes, Olivier a un PowerPoint qu'il partagera sur écran avec nous. Donc soit vous verrez son visage, soit vous verrez le PowerPoint. Et voilà, je pense que j'ai tout dit au niveau pratico-pratique. On peut y aller, Olivier, je te cède bien volontiers la parole. Merci beaucoup. Alors, je voudrais d'abord remercier Marc Tirwagne et Pascal Ambul de Ethiopia pour prendre l'initiative de ces rencontres. Et effectivement, nous nous étions représentés une rencontre dans une salle avec un cercle de chaises d'une vingtaine de personnes. Les circonstances et les échanges qui ont suivi changent un peu la formule, mais j'espère que cette manière de nous parler les uns aux autres sera presque aussi conviviale et satisfaisante. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est comme l'indiquait dans son introduction, dont je le remercie évidemment, c'est vraiment de comprendre ce qui fait obstacle à ce que nous changions nos modes de vie, nos habitudes, nos routines, à la lumière des informations que nous recevons sur le risque environnemental. Et la motivation de ce sujet vient d'un film documentaire qu'avec un avons de je vois des visages perplexes. Est-ce que vous m'entendez encore? Nous avons quelques problèmes de connexion. Toute ta voix est saccadée et interrompue par moments. Mais maintenant, ça marche normalement, apparemment. Parfait. J'espère que ce problème ne va pas persister. Parfait. Donc, je vais lancer le PowerPoint parce que ça va me permettre de prendre appui sur une série de données plus précises qui vont, au fond, être une illustration de cette question. Voilà, je dois simplement remonter un petit peu ici dans le PowerPoint. Et donc, la question, qu'est-ce qui fait obstacle dans nos têtes à ce que nous opérions les changements qui s'imposent? Je voudrais évidemment ne pas revenir ici sur ce que vous savez des risques environnementaux et notamment la discussion de cet après-midi, vous donner à voir une très brève séquence qui illustre comment la Terre est en train de se réchauffer. Cette planète magnifique est en train d'être soumise à un régime de surchauffe en raison de nos modes de vie. Et pour l'illustrer, je prends une planète qui est sans perturbation due à l'activité humaine, qui au contraire perturbation. Et on va voir cette projection qui nous amène à l'horizon 2050, 2080, 2100. Vous allez voir que dans cette
dans cette projection, les terres émergées, les continents chauffent beaucoup plus vite que les océans et qu'en raison de ce réchauffement de la température moyenne sur la surface de la planète, nous avons aujourd'hui toute une série de phénomènes d'emballement qui se laissent repérer. Par exemple, le réchauffement des océans signifie que les hydrates de méthane sont relâchés dans l'atmosphère, causant puissant. Nous avons, vous le savez, la fonte du permafrost, c'est-à-dire les terres gelées en permanence dans le grand nord sibérien, qui sont en train de dégeler et donc là encore de relâcher dioxyde de carbone et méthane. Nous avons des pôles qui se réchauffent et notamment arctique reflétait auparavant la chaleur vers l'espace et qui aujourd'hui est un pôle qui devient de plus en plus noir, de plus en plus sombre et attire aujourd'hui plus de chaleur qu'il n'en rejette illustré par ces deux planètes que je vais tout de suite faire bouger. Vous allez voir la planète affectée par les activités humaines à droite qui peu à peu vers l'année 2050 que voici, on a déjà beaucoup de taches rouges qui manifestent une augmentation de la température. On est à présent à 2070, 2080, 2090. Voilà, je m'arrête ici un instant. Vous voyez combien la planète est devenue rouge avec une augmentation de la température qui est de l'ordre de 4 degrés et demi, parfois de 5 degrés. Ces chiffres vous surprennent, mais c'est parce qu'on parle toujours du réchauffement moyen de la température planétaire, qui sont un tiers de la surface de la planète, vont se réchauffer beaucoup plus vite que les océans. Et donc, vous voyez ici l'augmentation de la température à laquelle on s'attend dans les années qui viennent pour la fin du siècle. Ici, on est reparti en fait au début du siècle, on pourra aller jusqu'à 2100, mais il n'est peut-être pas nécessaire de développer ceci davantage. Alors, cette réalité est maintenant bien comprise. Aujourd'hui, on a vu toute une série de mobilisations se faire jour au cours de l'année 2019. Vous vous rappellerez sans doute de la grande manifestation qui avait eu lieu en décembre 2018, 75 000, peut-être jusqu'à 90 000 dans les rues de Bruxelles pour protester contre l'inaction par rapport au climat. Vous vous rappelez évidemment des grèves du climat qui ont eu lieu les jeudis dans beaucoup d'établissements scolaires, notamment de la communauté francophone, mais pas seulement, également en Flandre. Vous vous rappelez évidemment de ces nombreuses manifestations qui ont eu lieu au cours du début de l'année 2019. Et parmi eux, il y a les jeunes pour le climat qui manifestent, qui sont effectivement une source d'espoir pour nous tous, puisque cette mobilisation est tout à fait inédite. D'ailleurs, on a des sondages qui montrent combien aujourd'hui le changement climatique préoccupe les gens. Dans les sondages d'opinion, ceci se révèle de manière tout à fait spectaculaire. Quand on pose la question aux gens de savoir si on doit adopter des mesures drastiques de réduction des gaz à effet de serre, vous voyez qu'un nombre significatif de gens sont en accord ou en accord au moins partiel. Ce sont les segments verts et bleus qui fournissent ces réponses. Et dans tous ces États, Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Allemagne, mais aussi un pays comme le Brésil, dans les pays en développement, expriment une inquiétude par rapport au changement climatique. Donc il y a, si vous voulez, un consensus sur le fait qu'il y a là une urgence climatique à laquelle nous devons être attentifs. Pardon, je viens de faire une erreur dans ma manipulation, donc vous ne voyez plus que ma photo, mais je suis bien là. Et ce qui m'a intéressé, ce qui nous a intéressé en préparant ce film, c'est que nous étions au fond dans une situation où, d'un côté, la population se dit vouloir lutter contre le changement climatique, nous sommes plus chaud que le climat, etc. Et puis, les décideurs, les politiques qui ralentissent l'action, qui ne prennent pas des mesures décisives et qui, en définitive, ne répondent pas
aux attentes de la population. Et c'est au fond cela que nous avons voulu comprendre. Et pour nous mettre face à la question que le film veut détailler, je voudrais vous montrer une très brève séquence, célèbre d'ailleurs, vous allez tout de suite la reconnaître, je pense. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien le ministre de la Transition écologique et solidaire. Intervenez, vous êtes déjà extrêmement nombreux au standard 01 45 24 7000. Utilisez, si vous préférez, les réseaux sociaux ou l'application France Inter. Bonjour Nicolas Hulot. Bonjour. Incendie un peu partout dans le monde, Grèce, Suède, États-Unis, inondations suivies de canicules au Japon, record de température en France. J'arrête la liste des événements majeurs de l'été. C'est la bande-annonce de ce qui nous attend, on dit les scientifiques. Sur le sujet, tout a été dit. Tous les grands mots ont été employés, mais le film catastrophe est là, sous nos yeux, on est en train d'y assister. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale contre ces phénomènes et pour le climat? Une réponse qui est très brève. Non. C'est impossible à expliquer. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que nous assistions globalement, les uns et les autres, à la gestation d'une tragédie bien annoncée, dans une forme d'indifférence. La planète est en train de devenir une étuve, nos ressources naturelles s'épuisent, la biodiversité fond comme la neige au soleil, et ça n'est pas toujours appréhendé comme un enjeu prioritaire. Et surtout, pour être très sincère, mais ce que je dis vaut pour la communauté internationale, on s'évertue à entretenir, voire à réanimer un modèle économique marchand qui est la cause de tous ces désordres. Donc la réponse à votre question, non, je ne comprends pas comment, après la conférence de Paris, après un diagnostic imparable qui ne cesse de se préciser et de s'aggraver de jour en jour, ce sujet est toujours relégué dans les dernières priorités. Il y a l'apathie de la communauté internationale, Nicolas Hulot, et puis il y a le gouvernement. Voilà, donc ce que nous avons voulu comprendre dans le film, en fait, c'est pourquoi l'on ne se mobilise pas. Qu'est-ce qui fait que malgré notre compréhension des données scientifiques, malgré l'accumulation de tribunes dans les journaux signés par des scientifiques, malgré les appels nombreux qui sont faits au gouvernement, malgré même les manifestations et les grèves, l'on ne bouge pas en tant que société et en tant qu'individu. Qu'est-ce qui explique cette inertie? Nous ne manquons pas de graphiques. Vous avez sous les yeux, par exemple, un graphique qui reprend l'évolution de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui se mesure en particules par millions. Et ces graphiques sont bien connus de nous tous, de nous toutes. Ce n'est pas à défaut de connaître la science que nous ne bougeons pas. Il y a d'autres explications à cette inertie et c'est cela que le film va essayer de comprendre. Alors, le film veut comprendre, au fond, l'inertie, mais donc aussi comment parler du climat. Et ici, il y a la nécessité, me semble-t-il, de sortir de deux attitudes qui paraissent problématiques l'une et l'autre. La première attitude, la première démarche que l'on pourrait souhaiter adopter est celle de la collapsologie qui prédit l'effondrement inévitable étant donné l'évolution de notre mode de vie, l'épuisement des ressources, l'érosion de la biodiversité, l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Vous connaissez sans doute, beaucoup d'entre vous, le livre de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes, où de manière tout à fait imparable, Pablo Servigne et Raphaël Stevens nous montrent que notre civilisation thermo-industrielle va à la catastrophe. Nous sommes au bord du précipice. Nous allons, si rien ne change de manière dramatique, nous allons tomber dans ce précipice. Et c'est ce livre qui a lancé dans le monde francophone l'idée de collapsologie, l'étude, au fond, de l'effondrement des sociétés. C'est une démarche qui est intéressante. Beaucoup de mes amis qui ont lu ce livre sont ressortis bouleversés de cette lecture.
parfois, il faut le reconnaître, démobilisés, désespérés, stupéfaits en réalité face à cette lecture qu'ils ont faite. Et il n'est pas certain que tous en aient tiré la conclusion qu'il faut investir dans l'action politique, investir dans le changement social pour éviter le pire. En effet, un message du livre, selon une certaine lecture qu'on peut en faire, c'est que l'effondrement est inévitable, qu'il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire pour l'éviter, et que donc ce que nous devons faire, la seule chose qui nous reste à faire, c'est de cultiver notre jardin pour préparer l'après-effondrement. Alors, c'est une lecture plausible de ce livre, c'est une conséquence possible de ce livre que la démobilisation que j'évoquais à l'instant, et en même temps, il ne me semble pas que c'est cela le message et la démarche de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens. En fait, Pablo Servigne et Raphaël Stevens s'inspirent dans leur démarche d'un philosophe remarquable qui s'appelle Jean-Pierre Dupuy, qui a publié en 2002 un ouvrage qui s'appelle « Pour un catastrophisme éclairé », où Jean-Pierre Dupuy nous dit certes, le monde est un monde dangereux, nous allons vers des catastrophes, mais la meilleure façon d'éviter ces catastrophes, c'est de les traiter comme si elles étaient inévitables. En d'autres mots, par une sorte de paradoxe du menteur, si vous voulez. C'est parce que l'on dit qu'un phénomène tel que l'effondrement est inévitable qu'on peut se donner les chances de l'éviter, parce que c'est ce discours seul qui va créer l'électrochoc, la prise de conscience nécessaire à nous mettre en action. Et donc, ça c'est, me semble-t-il, la démarche que poursuivent Servigne et Stevens. Et je dois dire que c'est une démarche qui est aussi caractéristique de celle du philosophe allemand Hans Jonas, qui en 1979 publie ce maître ouvrage, Le principe responsabilité, où il parle du risque nucléaire et il nous dit la seule façon de conscientiser les gouvernements, la seule façon de faire prendre conscience du risque que l'on prend à développer la technologie nucléaire, c'est d'imaginer le pire, c'est-à-dire d'imaginer ce qui n'était pas encore Three Miles Island ou Tchernobyl, qui n'avait pas encore eu lieu au moment où Jonas écrit le principe responsabilité. C'est seulement à condition d'envisager le pire scénario qu'on peut se donner des chances raisonnables de ne pas sacrifier à l'appétit de prendre des risques technologiques. Et au fond, voilà, me semble-t-il, le message de la collapsologie. C'est un message qui est déprimant, qui est inquiétant, qui est potentiellement démobilisateur, mais qui en même temps peut être un message qui nous oblige à agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y a évidemment une deuxième approche qui est toute différente, qui consiste à dire nous avons des solutions, elles sont en train d'être explorées dans toute une série de domaines, énergie renouvelable, agriculture agroécologique, mobilité douce, etc. Et le film Demain, par exemple, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui a eu un succès remarquable lors de sa sortie en 2016, est un film qui nous donne de l'espoir et qui nous donne à penser que des solutions sont en train d'être trouvées. Évidemment, ici, le risque est inverse. C'est que nous nous disions, après tout, puisque des solutions sont en train d'être trouvées, nous n'avons pas à bouger pour ce qui nous concerne, nous pouvons être confiants dans le fait que la société change et nous pouvons laisser de côté l'action politique. Et en effet, c'est un risque que de croire qu'en cultivant ces potagers collectifs urbains, en développant ces coopératives d'énergie citoyenne, en partageant des voitures entre voisins, nous allons changer le monde. C'est un peu le risque inverse du précédent, c'est que nous ayons trop confiance dans le fait que la société change au rythme voulu et que donc nous nous désinvestissions de l'action politique. Et je veux dire que quand l'accord a été trouvé lors de la COP 21 à Paris, le 12 décembre 2015, vous vous rappelez ce triomphalisme de François Hollande, Laurent Fabius, Laurence Tubiana, etc., autour de l'accord de Paris, tout le monde était très impressionné et soulagé, étant donné la dramatisation des enjeux qui avaient précédé cet accord de Paris. Mais le risque, évidemment, c'est qu'on se dise, après tout, les gouvernements prennent soin de nous, nous pouvons retourner à nos occupations, retourner à nos routines, et après tout, les gouvernements ont pris conscience des enjeux. Je pense que c'est un risque majeur dans ces récits positifs qui, par ailleurs, sont aussi mobilisateurs pour l'action. Et donc, ce que nous avons voulu, c'est au fond, dans ce film,
identifier pourquoi nous ne bougeons pas, au-delà de ce discours soit anxiogène de l'effondrement, soit de ce discours un peu trop optimiste des changements à partir des éco-gestes quotidiens à la manière de la démarche du mouvement des colibris. Et nous avons mis à jour 8 lois, en fait, que nous voudrions détailler dans ce film, qui va peut-être s'appeler, le titre n'est pas encore choisi, Climat, notre ennemi intime, le titre visant à désigner le fait que notre incapacité à changer pour faire face aux risques climatiques tient à ce qui se déroule dans nos têtes, à notre incapacité à prendre vraiment la mesure du risque environnemental. Alors, la première loi que nous voudrions mettre en avant est ce qu'on peut appeler la dissonance cognitive. En fait, nous sommes conscients du risque environnemental, nous avons lu les rapports scientifiques, nous lisons les tribunes des scientifiques et nous souffrons psychologiquement de cet écart entre ce que nous savons et la manière dont nous vivons. Cette souffrance psychologique, on appelle ça la dissonance cognitive, c'est un terme qui vient du psychologue Léon Festinger en 1957, et c'est une souffrance qui nous conduit soit à changer nos comportements, soit beaucoup plus fréquemment à euphémiser le risque. Je vais vous donner un exemple de dissonance cognitive. Écoutons Clément Schwann, qui est un ingénieur récemment diplômé de l'école de mines de Nantes, qui prend la parole lors de la cérémonie de remise des diplômes au terme de son année. Alors que la situation climatique et les inégalités de notre société ne cessent de s'aggraver, que le GIEC pleure et que les êtres se meurent, je suis perdu. Incapable de me reconnaître dans la promesse d'une vie de cadre supérieur en rouage essentiel d'un système capitaliste de surconsommation. Si on simplifie quelque peu la situation, un ingénieur serait aujourd'hui celui qui doit trouver des solutions aux problèmes qu'on lui pose, sans remettre en cause jamais ce qu'on lui demande. Ce n'est pas son rôle, on ne lui demande pas son avis. Cette vision, je la trouve étriquée. Évidemment, j'aime trouver des réponses, mais il m'apparaît primordial de comprendre les questions, prendre un certain recul de la hauteur pour saisir les enjeux qui sous-tendent nos difficultés et prioriser nos actions. L'éthique, c'est ce que doit retrouver l'ingénieur, pour ne pas perpétuer les erreurs du passé et du sacro-saint progrès, qui devrait et pourrait toujours nous sauver. Je vous rappelle par exemple que nous, ingénieurs, sommes les géniteurs de l'obsolescence programmée. Alors, quand dans mon école, le budget du Bureau des développements durables se voit amputé, quand la ville de Nantes bouillonne d'idées et d'initiatives pour améliorer les choses, mais que mon école est à la traîne, quand sobriété et décroissance sont des termes qui peinent à s'immiscer dans les programmes centraliens, mais que de grands groupes industriels à fort impact carbone sont partenaires de mon école, je m'interroge sur le monde et le système que nous soutenons. Je doute et je m'écarte. Je me rappelle… Voilà, je doute et je m'écarte. C'est au fond cette expression-là de la dissonance cognitive qui nous intéresse, c'est que quand nous sommes confrontés à la réalité de cette contradiction entre le message des scientifiques et nos modes de vie, nous souffrons. Et pour ne pas souffrir, soit nous changeons, soit, comme je vous le disais, alors que de la manière situation plus climatique fréquente, et les inégalités de notre société… je dois passer à la slide suivante, de manière plus fréquente, nous allons chercher des manières de réduire cette tension. Vous avez ici, par exemple, un papa qui voit son enfant grandir, mais le papa fume, il se rend compte qu'il abrège potentiellement en tout cas sa vie en raison de son addiction à la cigarette. Et donc, soit il change radicalement, soit il va opter pour des cigarettes soi-disant plus légères pour se donner au fond bonne conscience et pour réduire cette tension psychologique qui l'habite. Et donc, cette dissonance cognitive est à la fois une source d'inertie parfois, parce qu'on va minoriser le langage scientifique si on en a peur, et en même temps, c'est parfois une stimulation à l'action si on tire les conséquences du risque environnemental auquel nous contribuons par nos actions. La deuxième loi que nous explorons, c'est la loi qui concerne notre perception du risque environnemental. Et là, ce que nous cherchons à montrer, c'est que nous sommes programmés pour ignorer certains risques. En effet, dans un monde idéal, à mesure que notre compréhension scientifique, notre connaissance scientifique progresse,
à mesure que nous recevons des rapports scientifiques, que nous lisons ces rapports, que les scientifiques se font entendre, notre compréhension du risque devrait s'améliorer. C'est ce qu'illustre de manière très schématique cette flèche qui va d'en bas à gauche à en haut à droite. Notre perception du risque augmente, s'améliore à mesure que notre compréhension des données scientifiques progresse. Cependant, dans le monde réel, ce n'est pas vraiment comme cela que les choses se passent. Vous avez ici la photo d'un ami qui s'appelle Dan Kahane, qui enseigne à l'université de Yale et qui est un psychologue qui a étudié la perception du risque, et notamment du risque environnemental. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé aux gens de remplir des questionnaires pour classer les gens en deux types de personnalités. Alors, il y a d'un côté des gens qui se profilent comme égalitaristes, communautariens, qui sont en faveur d'un partage des richesses, d'une société plus juste et solidaire, etc. Altruistes, si vous voulez. Et puis, il y a un autre profil de personnalité, de gens qui croient dans la hiérarchie, dans la méritocratie, dans l'individualisme, qui ne pensent pas que la société doit venir au secours des exclus, etc. Et on peut classer les gens selon ces profils de personnalité, selon, au fond, l'idéologie politique qui les mobilise. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que, alors que les gens qui appartiennent au premier groupe, égalitaires, communautaires, ont une perception améliorée du risque à mesure que les données scientifiques leur sont fournies. C'est ce que manifeste la barre en pointillé bleu ici sur votre slide. Au contraire, quand son idéologie est individualiste, hiérarchique et n'est pas celle d'une société solidaire avec ses membres, l'augmentation des informations ne conduit pas du tout à la meilleure perception du risque. Au contraire, plus on reçoit des informations et moins on va percevoir le risque comme réel. Ça peut paraître étonnant, mais l'explication est très simple. C'est que quand le risque environnemental qui nous est dit par les scientifiques bouleverse nos croyances, remet en cause nos idéologies, nos modes de vie, notre conception de la vie bonne, nous allons avoir tendance à nous accrocher à toute expression de doute dans les chefs des scientifiques pour nous rassurer sur le fait qu'en fait, il n'y a pas une véritable urgence environnementale, que nous pouvons nous permettre d'attendre encore un peu. Et je remercie Jean-Pascal Van Persdale pour m'avoir donné cette slide qui reprend les formulations reprises par le GIEC, le groupe international d'experts sur l'évolution du climat, intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, au cours de ces rapports successifs, où on voit peu à peu les expressions se raffermir qui attribuent le changement climatique aux activités humaines, avec des expressions toujours plus fortes. Vous pouvez les lire, je n'ai pas le temps de les parcourir en détail, mais vous voyez que rapport après rapport, le GIEC utilise des expressions toujours plus fortes pour affirmer que le changement climatique est dû aux activités humaines. Le dernier rapport général de 2013 dit qu'il est extrêmement probable, avec une probabilité de 95 chances sur 100, que l'influence humaine a été la cause dominante de l'évolution des températures. Mais même cette expression extrêmement probable, 95 chances sur 100, est une expression qui permet à certains qui ne veulent rien entendre de dire, vous voyez, il y a encore un doute, et on va sur les plateaux de télévision, dans les conférences, inviter évidemment un ou une climato-négationniste pour faire comme si la communauté scientifique était encore divisée. Et donc, malheureusement, quand on a une idéologie très forte, quand on est convaincu que le changement climatique ne doit pas être pris au sérieux parce qu'il risque de remettre en cause tout ce à quoi l'on tient, l'on aura tendance à minoriser le risque. Alors, autre raison pour laquelle on comprend mal le risque environnemental, c'est que ce risque nous paraît éloigné. Ce risque nous paraît éloigné dans le temps, ça paraît concerner les générations futures, 2050, 2080, la fin du siècle. Ça paraît concerner le Sud plutôt que nos existences quotidiennes. Je vous donne un exemple. Voici, vous l'aurez reconnu peut-être, Lula da Silva, l'ancien président du Brésil entre 2003 et 2010 sur son lit d'hôpital, puisque après sa présidence, Lula a annoncé qu'il souffrait d'un cancer de la gorge
il a fumé pendant 40 ans. Et cette annonce, il est visité ici par Dilma Rousseff dans son hôpital, et cette annonce a déclenché une prise de conscience au Brésil quant au danger de la consommation de tabac. Vous voyez d'ailleurs cette étude portant sur les consultations Internet au Brésil sur les moyens d'arrêter de fumer. Les lignes vertes ici concernent les années 2008-2010, et vous voyez qu'au cours de ces années, les consultations Internet par la population brésilienne autour de la question comment arrêter de fumer étaient relativement stables, mais après l'annonce par Lula de son cancer, le 29 octobre 2011, vous constaterez, c'est la ligne bleue qui concerne l'année 2011, un pic de consultation sur Internet de cette question. Et donc, les Brésiliens ont été beaucoup plus touchés par l'annonce que Lula a faite de son cancer que par de nombreuses campagnes d'information faites par les ministères au cours des années précédentes. Et ceci ne doit pas nous étonner. Nous comprenons le risque environnemental, non pas à partir de données abstraites, non pas à partir de statistiques ou de projections dans un horizon temporel éloigné. Nous comprenons le risque climatique lorsque ça nous affecte directement ou lorsque cela affecte l'un de nos proches. Par exemple, les incendies en Australie au cours de l'année dernière, à la fin de l'année 2019, dramatiques incendies, ou les incendies en Californie plus récemment, sont de nature peut-être à éveiller les consciences bien plus que les rapports du GIEC. Et malheureusement, les réactions que nous avons sont tardives, trop tardives par rapport à l'avancée des phénomènes qu'il s'agit de combattre. Je remercie Pierre Kroll pour cette vignette qui montre bien le problème, c'est qu'à partir du moment où les changements seront devenus pénibles, imposeront des conséquences tout à fait tangibles, notamment pour les dirigeants des pays riches, il sera probablement trop tard. Et à titre d'exemple, je voudrais rappeler, ceci est encore une slide que je dois à Jean-Pascal Van Yperseel, qu'en novembre 2019, ceci c'est une photo de Venise sous eau le 12 novembre 2019, vous avez à gauche la salle du conseil municipal de Venise. Eh bien, la salle du conseil municipal de Venise a été envahie par les eaux quelques minutes après que le conseil municipal ait décidé de ne pas augmenter les subsides allant à l'isolation des bâtiments et à l'adaptation au changement climatique dans la ville de Venise, notamment en raison d'un veto de la Ligue du Nord, qui est, vous le savez, un parti politique d'extrême droite très influent dans cette région de l'Italie. Eh bien, je crois que les réactions, malheureusement, au changement climatique ne se feront que le jour où l'on aura des signaux aussi concrets que cette élévation du niveau des eaux à Venise pour nous alerter sur la réalité de ce qui nous attend. Et je dirais que même une carte comme celle-ci, ceci c'est une carte qui, vous le voyez, représente la Belgique et les Pays-Bas et qui anticipe les régions de ces pays qui seront régulièrement sous eau à la fin du siècle. Et en Belgique, ça concerne quand même 63 000 hectares. Même ce type de carte ne parvient pas toujours à nous faire bouger et à nous faire traiter le changement climatique comme une urgence absolue, en dépit de ce qu'on peut voir sur ces cartes, les conséquences tout à fait considérables et très tangibles que l'élévation du niveau des mers aura si l'on ne change pas de cap de manière très significative. La loi numéro 3, c'est ce qu'on appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire que face à des informations relatives au risque environnemental, nous avons tendance à faire confiance aux ingénieurs, faire confiance à la technologie pour trouver des solutions. Et les psychologues ont depuis longtemps mis en lumière cette espèce de biais d'optimisme dont nous étions affectés à des titres variables, mais tous, nous avons, semble-t-il, trop confiance dans la capacité de l'espèce à trouver des solutions aux défis qu'elle affronte. Et ceci a été bien mis en lumière par un livre de Tali Charot, qui a fait un remarquable TED Talk sur cette question, sur le biais d'optimisme. Et ce biais d'optimisme, c'est ça qui m'a le plus frappé, est réparti différemment entre les personnes. Les études qui sont faites montrent que, en général, les gens sont trop optimistes. Alors évidemment, si vous vous situez à gauche
de cette slide. C'est-à-dire que vous avez tendance à être trop pessimiste parce que vous êtes légèrement déprimé, et on peut l'être à la lecture des rapports des scientifiques. Vous allez peut-être exagérer le risque et vous allez être victime d'un pessimisme injustifié. La lecture lucide du risque, c'est celle qui correspond à la ligne verticale que vous avez sur votre slide. La plupart des gens se situent à droite de cette ligne, sont excessivement optimistes. Et les hommes sont plus optimistes que les femmes en général, sans doute parce qu'ils ont été habitués à se penser comme en situation de maîtrise. Ils ont été habitués à croire que l'on pouvait trouver une solution à tous les problèmes. Ils ont au fond une tendance à surestimer notre capacité à relever les défis qui se présentent à nous. Les femmes sont en général plus lucides, plus proches d'une appréciation lucide du risque, et on situe tout à fait à droite les leaders, les dirigeants qui sont dans l'illusion complète qu'ils vont pouvoir affronter des problèmes qui pourtant les dépassent et qui sont beaucoup plus insolubles qu'ils ne veulent se l'admettre. La loi numéro 4, c'est que lorsque nous sommes vertueux dans un domaine de la vie, nous en tirons argument pour être beaucoup moins vertueux dans d'autres domaines parce que nous avons l'impression que nous avons fait notre part et que nous ne pouvons pas nécessairement être des saints dans tous les domaines. Je prends un exemple. On peut, par exemple, être végétarien ou réduire sa consommation de viande rouge. Vous savez que l'excès de consommation de viande a des impacts importants sur le climat, notamment en raison de la déforestation et de la perte de biodiversité liée à la nécessité de développer des grandes cultures de fourrage, de maïs et de soja notamment. Mais parce que l'on est végétarien ou parce que l'on roule à vélo d'un point à l'autre de la ville, on va se permettre de temps en temps de faire des city trips de 2 jours en prenant des vols low cost, comme ici illustré par EasyJet. Et je suis le premier à tomber dans ce piège pour ma part. Je pense que très souvent, nous avons tendance à adopter une attitude compartimentalisant les différents domaines de l'existence, et nous sommes vertueux dans tel ou tel domaine d'activité et ça nous dispense de faire un examen de conscience pour d'autres domaines voisins. Alors, les psychologues avec qui j'ai discuté ces questions ont mis à jour cette loi de compensation, disent-ils, ou de compartimentalisation. En même temps, ils disent qu'il y a une autre loi qui joue en sens inverse, c'est que nous sommes des êtres qui souhaitons être cohérents. Et si nous prenons notre vélo, si nous réduisons notre consommation de viande, nous allons aussi vouloir réduire notre recours aux transports aériens, simplement parce que nous souffrons du fait de n'être pas cohérents dans nos vies. Et donc, ici, on a 2 lois qui, en quelque sorte, se compensent quelque part ou se font concurrence, et chacun de nous va arbitrer différemment entre ces 2 tendances qui nous sont propres. Alors, c'est ici que je voudrais peut-être faire une première pause et vous permettre de poser vos questions, permettre à Pascal en bulle peut-être de réunir les questions qui sont déjà posées. Pour provoquer un peu la discussion à ce mi-chemin de l'exposé, je propose 4 réponses typiques que l'on peut recevoir des gens qui, quoi qu'ils connaissent les preuves scientifiques, quoi qu'ils ne soient pas climato-sceptiques ou climato-négationnistes, ne changent pas les choses. 4 types de réponses, ou 4 réponses types, si vous voulez, qu'on peut entendre, et qui en partie se rattachent aux lois que j'ai déjà mises en avant, les 4 lois de l'inertie que j'ai déjà mises en avant, et puis j'en examinerai 4 par la suite. Première réponse, mon propre impact n'est pas si important que cela. Donc ça, c'est une réponse qui correspond à la dissonance cognitive. Je souffre du fait que mon comportement est complice de la dégradation de l'environnement, mais mon propre impact n'est pas si important que cela, donc je réduis cette souffrance, cette tension psychologique. Deuxième réponse typique, le risque climatique ne doit pas être exagéré par rapport à tous les autres défis que nous avons à affronter. Oui, c'est encore une manière d'échapper à cette dissonance cognitive, c'est une manière de nous rassurer sur le fait qu'il ne faut pas changer radicalement nos modes de vie. Il y a d'autres choses plus importantes qui méritent
qu'on s'y penche d'abord. Troisième réponse, les ingénieurs vont trouver la solution, laissons-les travailler. Vous aurez reconnu là le biais d'optimisme. Et puis, quatrième réponse, elle anticipe sur la loi d'inertie numéro 4 que je vais examiner dans un instant. Je fais ma part, encore faudrait-il que les autres fassent la leur. Je vais détailler dans un instant si cette manière de réagir est typique, est fréquente, et si oui, à quelle loi psychologique l'on peut rattacher ce type de réponse. Voilà, je propose de vous donner à présent la parole à travers la boîte de conversation que Pascal aura dépouillée. Voilà, Pascal a noté, oui, j'imagine, une série de questions. Il y a beaucoup de commentaires qui ne sont pas vraiment des questions. Mais voilà, Pascal, je ne sais pas si tu as pu faire une petite synthèse. Oui, et donc il y a eu beaucoup de commentaires, notamment sur. Enfin, peut-être que les commentaires, on en parlera par après. La question, c'est pour le moment, en fait, il y a très peu d'activistes climatiques. On ne les voit pas, ils sont un peu en retrait. Voilà, on voulait savoir ce que vous en pensiez et quelles seraient les pistes en fait pour les aider à rebondir. Alors, une autre question, qui est une très longue question, qui demande en fait pourquoi est-ce qu'on ne demande pas au gouvernement d'avoir un plan clair et précis avec des objectifs, une équipe qui suit en fait apparemment tous ces les plans, les objectifs, qui est aussi pédagogique, qui explique tout ça, des programmes de sensibilisation et alors une convention de citoyens tirés au sort pour identifier des mesures climatiques acceptables au plus grand nombre de citoyens. Ça, c'est une des questions. Le reste, c'est beaucoup de commentaires. Et aussi un commentaire, il y a eu beaucoup de commentaires sur le fait que, voilà, quelles mesures on peut prendre des mesures, faire des zones 30, des potagers urbains, etc., que politiques prennent ou qu'on prenne individuellement. Mais par rapport aux gros pollueurs, comme les États-Unis ou la Chine, finalement, c'est assez insignifiant. C'est dans une des lois que vous décrivez. Très bien. Super, merci beaucoup. Alors, je note, Pascal, je note simplement les questions. Hein. Donc, je vais répondre à ces trois questions, Pascal, que tu as relevées, mais je vais ajouter la question de Anne Verla que j'ai vue dans la boîte de conversation qui me paraît très importante, qui concerne la justice sociale. Je commence par donc, la première question, celle du mouvement climat et des activistes climatiques. Je crois que nous sommes effectivement à un moment d'essoufflement. Et ce qui me semble, c'est qu'à la suite des manifestations de fin 2018, de début 2019, à la suite des grèves du climat, à la suite de ces mobilisations extraordinaires et nombreuses, beaucoup ont été déçus de l'absence de réponse du monde politique. Et nous sommes en fait, ça c'est mon interprétation, dans une sorte de cercle vicieux, où les politiques disent nous n'allons pas imposer des changements à la population dont la grande majorité des gens ne veulent pas entendre parler, les gens ne sont pas prêts, et les gens manifestent dans les rues et disent on veut du changement des politiques, mais en même temps, dans nos comportements quotidiens, nous ne changeons pas véritablement de manière assez dramatique. On manifeste, pour schématiser les choses, on manifeste à 80 000 en décembre 2018, je crois que c'est le 2 décembre 2018, mais le 1er juillet 2019, il y a 2 fois ce nombre-là, 200 000 personnes qui sont à l'aéroport de Bruxelles National pour prendre l'avion vers des destinations plus ou moins exotiques pour les vacances. Et donc, on a ce cercle vicieux où les politiques n'osent pas imposer des changements sous prétexte que les gens n'en veulent pas, et les gens disent, et j'en vois également dans notre conversation ici, et j'en suis, les gens disent, ce n'est pas à nous de faire les sacrifices, il faut que les politiques rendent abordables, faciles, naturels, les choix qui sont les plus responsables. Et donc, il faut briser ce cercle vicieux. Et briser ce cercle vicieux, me semble-t-il, c'est désobéir en masse à l'injonction de consommer que nous impose la société actuelle, et se concerter pour faire cela de manière à envoyer un message fort au monde politique consistant à dire c'est vous qui n'êtes pas prêts, nous sommes prêts au changement, mais c'est vous qui devez le rendre facile, qui devez le faciliter, qui devez par exemple, je reprends l'exemple tout à fait adéquat
de la boîte de conversation qui devait, par exemple, rendre le train moins cher que les vols aériens pour des destinations en Europe. Et donc, c'est ce cercle vicieux qu'il faut briser. Je pense que le mouvement climat ne peut plus se contenter aujourd'hui de manifestations et de grèves et qu'il doit entrer par conséquent dans l'action, ce que j'appelle la désobéissance civile par rapport à l'injonction de consommer. Je dirais autre chose, c'est que dans le mouvement climat, on a de plus en plus des groupes comme Extinction Rebellion qui disent la désobéissance civile fait partie des outils qu'on doit mobiliser pour faire comprendre notre volonté de ne pas tolérer cette inaction climatique. Nous devons être prêts à courir, à faire l'objet de sanctions. Je pense que c'est extrêmement important comme prise de position et c'est vrai que beaucoup de changements sociaux n'ont eu lieu par le passé qu'au prix de ce type de désobéissance civile, mais il y a évidemment un risque de fragmentation du mouvement climatique. Donc ce qui est vraiment important, c'est aujourd'hui de développer des nouveaux moyens d'action dans lesquels tout le monde peut se reconnaître. Les jeunes pour le climat, Extinction Rebellion, les grands-parents pour le climat, évidemment la coalition climat avec ses nombreuses composantes et partenaires, pour agir ensemble et envoyer un message fort vers les gouvernements, consistant à dire la population est prête au changement, c'est vous qui êtes en retard par rapport aux attentes de l'opinion. La deuxième question concerne la gouvernance du changement. Et je ne sais pas, Pascal, qui a posé cette question, mais il me paraît important de souligner que le débat sur la loi climat, qui a eu lieu fin 2018, début 2019, je ne sais pas, j'ai maintenant un écran différent, j'espère que tout va bien de votre côté. Et donc, c'est un partage d'écran qui ne devrait pas se trouver là, je ne vois pas. En principe, les participants ne savent pas partager leur écran. Ce n'est pas très grave, mais peut-être que si la personne pouvait cesser de partager son écran, ce serait moins perturbant. Voilà. Donc, le débat sur la loi climat était un débat important parce qu'au fond, la loi climat, dont il a été beaucoup question avant les élections, visait précisément à faire ce qui est proposé dans la question, c'est-à-dire à mettre sur pied un groupe d'experts dont les recommandations seraient à étudier par le gouvernement qui devrait rendre des comptes et il faudrait établir un suivi du progrès fait vers les objectifs climatiques dont le gouvernement se dote. Et cette loi climat visait à faire pour la Belgique ce qui est fait pour des pays comme le Royaume-Uni, comme la Finlande, comme la Suède, qui sont des États qui se sont dotés d'une législation contraignante, obligeant les gouvernements à suivre un cap. En fait, se protégeant du risque, si vous voulez, de dévier du cap qu'on se fixe en matière de transition climatique. Un petit peu comme dans la légende d'Homère, l'Odyssée, Ulysse, le marin, demande à son équipage de le nouer, de l'attacher au mât de son bateau pour qu'il résiste au chant des sirènes. Une loi climat, cela oblige le gouvernement à maintenir le cap et à résister aux sirènes de dévier de ce cap en cas d'urgence. Et donc, ça me paraît extrêmement important, d'autant plus si ceci peut s'accompagner d'un conseil consultatif ou d'une convention citoyenne où un échantillon représentatif de la population est présent pour que le gouvernement agisse en tenant compte de toutes les attentes qui s'expriment dans différentes parties de la population. Je crois qu'il est extrêmement important que les politiques climatiques prennent en compte les attentes des gens, les fassent participer à identifier les solutions, parce que c'est cela qui rendra l'action légitime et acceptable du point de vue notamment de la justice sociale. Et je pense profondément qu'aucun changement n'est concevable s'il ne s'accompagne pas d'une réduction de la pauvreté et des inégalités. Je signale d'ailleurs, et c'est ma réponse un peu sommaire à Anne Verlaken dans la boîte de conversation, que le rapport que j'ai remis il y a un mois à l'Assemblée générale des Nations unies porte exactement sur cette question. Comment concilier la lutte contre la pauvreté avec le respect des limites planétaires, c'est-à-dire la transition écologique. Et j'essaye de montrer dans ce rapport comment les deux objectifs doivent être poursuivis ensemble parce qu'ils sont complémentaires, ils ne peuvent pas être poursuivis séparément. Enfin, une dernière question a été posée qui concerne la possibilité que nous avons de faire une différence, alors que d'autres pays, l'Inde, la Chine par exemple, font croître leur économie et se développent de manière non soutenable. Je crois devoir rappeler ceci, c'est que
l'Union européenne, c'est à cette échelle-là, en effet, qu'on peut faire un changement. L'Union européenne représente une part importante du PIB mondial, entre 12 et 15%. Et si l'Union européenne disait l'accès au marché européen sera réservé aux exportateurs qui respectent certaines exigences en matière d'environnement, de climat en particulier, si l'Union européenne envoyait ce signal au Brésil, en Inde, en Chine, ce serait une manière, si vous voulez, d'encourager celles et ceux qui, dans ces pays, se battent pour un développement plus durable et demandent à leur gouvernement de prendre une action beaucoup plus radicale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ce serait une manière de soutenir ces mouvements. Et je crois que nous pouvons faire une différence, non pas certes à l'échelle de la Belgique, mais à l'échelle de l'Union européenne, si l'on a des politiques commerciales qui nous permettent d'utiliser ça comme un levier pour le changement. Et voilà, ce serait ça ma réponse. Je crois que, en fait, si on cible le niveau européen, on peut faire une différence. Et moi, je ne suis pas spécialement optimiste sur l'avenir de notre action en faveur du climat, mais ce point-là me rend optimiste, c'est l'alignement progressif des politiques commerciales sur les objectifs climatiques. Voilà, merci Olivier. Je ne sais pas, Pascal, s'il y a encore des questions. Je n'en ai pas vu d'autres, moi, vraiment, sur question. On a résolu le petit problème de partage d'écran, là, donc c'était un partage intempestif. Je ne comprends pas comment il a pu se produire d'ailleurs, mais enfin, voilà, c'est réglé. Donc, Pascal, encore des questions à ce stade-ci? Oui, il y a une question qui a été répétée plusieurs fois, qui est en fait qu'il faut miser très fort sur l'éducation pour que le citoyen en fait, soit vraiment capable de réclamer justice climatique, environnementale ou sociale, parce que voilà, certaines personnes, tout le monde ne fait pas ce constat-là, mais que les décideurs politiques n'y connaissent rien au niveau climat et qu'il faut vraiment redonner le pouvoir aux citoyens. Oui, alors ce qui est tout à fait intéressant, c'est que très souvent, les politiques qu'on interroge, et vous savez, j'ai fait un petit aller-retour en politique, hein, donc je me suis confronté à ce discours, malheureusement, disent les gens ne sont pas prêts, les gens ne veulent pas votre changement, les gens, ils ont peur de la transition écologique. Mais en fait, quand on demande aux gens de travailler ces questions, systématiquement, les panels citoyens, les conventions citoyennes débouchent sur des propositions qui sont plus radicales que celles que les politiques osent formuler. Et j'en tire cette conclusion pour ma part, c'est que si on organise dans la société des débats plus nombreux, une délibération plus poussée, si on démocratise la société en fait, on va faire pression sur le politique et faire pression pour qu'il prenne davantage en compte le long terme plutôt que la prochaine échéance électorale simplement. Je pense que c'est vraiment un enseignement important. On dit parfois la démocratie, c'est le problème, parce que les politiques réagissent en fonction des attentes de l'opinion et donc ne prennent pas en compte le long terme. Mais moi, je crois que la démocratie, c'est la solution et qu'en multipliant les lieux de débat, on crée justement des instances de contrôle du politique pour obliger les politiques à prendre en compte notamment l'intérêt des générations futures. Et c'est un débat qui mérite d'être tenu, mais pour ma part, j'ai l'impression qu'il y a plutôt trop peu que trop de débats dans la société et que démocratiser, c'est se donner une chance de mieux orienter le politique vers le long terme. Merci. Voilà, je pense qu'on a fait un premier point tout à fait intéressant à mi-parcours. Oui, profites-en pour boire un coup, tu as bien raison. Merci. Voilà, je te propose donc de poursuivre. On était arrivé à la 4e loi, si je me souviens bien. Et donc, il en reste 4, puisqu'il y en avait 8 dans le total. Voilà. Précisément. Donc, je retourne à mon PowerPoint pour essayer de parcourir alors les autres lois qui restent à explorer. Effectivement, je pense qu'on était arrivé à la loi numéro 4. Et voilà la loi numéro 5. C'est que nous attachons plus d'importance à ce que nous possédons qu'à ce que nous pourrions gagner au changement. C'est ce que les psychologues appellent l'effet de dotation. Et cet effet de dotation, c'est notamment ce à quoi s'est intéressé ce psychologue qui s'appelle Daniel Kahneman. Daniel Kahneman qui s'est vu décerner le prix Nobel d'économie en 2011 pour ses travaux. Pourquoi? Parce que Kahneman s'est intéressé à tous les phénomènes psychologiques qui montrent que nous ne sommes pas des êtres rationnels. Nous ne sommes pas des êtres calculateurs, parfaitement lucides. Nous faisons en permanence des erreurs d'évaluation
qui font que nous ne correspondons pas dans nos actions quotidiennes à la figure de l'homo economicus, hein, que les économistes se représentent comme étant la manière que nous avons de raisonner en tant qu'humains. Et parmi les lois que Daniel Kahneman a mises en avant, c'est cet effet de dotation. Ça veut dire quoi? Très simplement, ça veut dire que nous attachons plus d'importance à ce que nous possédons déjà, aux 100 € que nous avons en poche, qu'à ce que nous pourrions gagner d'un changement. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui, alors on ne peut pas le faire en vrai, parce qu'on n'est pas en présence physique les uns des autres, mais si je vous disais, vous avez 100 € en poche, à supposer que vous ayez 100 € en poche, donnez-moi vos 100 € et vous aurez 3 chances sur 4 de gagner 200 €. Si vous avez 3 chances sur 4 de gagner 200 €, il serait rationnel pour vous de faire ce pari. Vous me donnez 100 € et vous avez 3 chances sur 4 de gagner 200 €, faites le calcul, en fait, c'est plus rationnel. Mais la plupart des gens tiendront à leurs 100 €, ils ont peur du risque, ils minorisent les avantages du changement, ils donnent une importance disproportionnée à ce qu'ils ont déjà. Et je mentionne ça parce qu'un des problèmes de la transformation écologique, c'est que nous voyons souvent ces transitions écologiques, ces transformations comme redoutables. Nous en avons peur. Nous avons peur d'un bouleversement de nos routines. Nous avons l'impression qu'on va devoir vivre cela sur le mode du sacrifice ou du renoncement. Et c'est une impression qui est renforcée par le fait que dans nos sociétés, les ménages les plus pauvres, les plus démunis, sont aussi les ménages dont l'empreinte écologique est la moins forte. Voici par exemple une étude faite à Göteborg sur l'année 2010, mais les choses sont comparables partout, vous savez, c'est un exemple parmi de nombreux autres que je pourrais mobiliser. Et vous avez sur la colonne de gauche les consommations d'un ménage riche, avec une villa, 2 voitures, etc., et les consommations au milieu d'un ménage pauvre, pour la ville suédoise de Göteborg. Et vous voyez que les ménages les plus défavorisés ont une consommation et des émissions de gaz à effet de serre qui sont à peu près la moitié de celles d'un ménage riche. Pourquoi? Notamment parce qu'ils n'utilisent pas la voiture, qu'ils ont beaucoup moins recours au transport aérien. Les autres domaines de consommation sont à peu près comparables. Mais c'est là les 2 postes de consommation principaux. Et donc, vous avez à droite la consommation moyenne pour Göteborg. Alors, donc, on assimile, si vous voulez, des modes de vie sobres et simples à des modes de vie qui sont les résultats d'un renoncement tel que ceux que font quotidiennement les ménages qui sont face à la pauvreté. Voyez cependant le potentiel de changement si nous allons vers des modes de vie plus simples. Ceci, de nouveau, pour la ville de Göteborg, vous avez à gauche la situation de 2010 pour la ville, vous avez la situation 2050, business as usual, c'est-à-dire si on ne change rien, voilà comment les émissions de gaz à effet de serre vont augmenter pour la ville, mais la ville de Göteborg s'est donné un objectif qui est Göteborg 2050 avec une réduction de la consommation et des émissions carbone, c'est la 3e colonne. Et puis vous avez un scénario utopiste, radical, de réduction des émissions. Tout à fait à droite, vous voyez cette colonne très basse qui en fait diminue les émissions de gaz à effet de serre de pratiquement 75% par rapport à l'année 2010. Eh bien, de quoi se compose cette colonne à droite? De 4 mesures. Réduction de la consommation de viande, l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire au lieu d'acheter votre tondeuse ou votre perceuse, vous allez la prendre en location, vous allez l'emprunter, au lieu d'acheter une voiture et d'en être propriétaire, vous allez la partager comme dans un système Cambio, etc. Ça, c'est l'économie de la fonctionnalité. 3e mesure, réduction de 25% du temps de travail. On va travailler 4 jours par semaine plutôt que 5 jours. Et puis, on ramène le niveau de transport aérien au niveau de l'année 2000. Et on aboutit à une réduction des émissions de 75%. Alors, je vous demande simplement de vous poser cette question dans vos têtes. Une vie avec moins de viande, avec plus de services et moins de biens, avec une réduction du temps de travail et avec un peu moins de recours à l'avion, est-ce que c'est le retour à l'âge des cavernes? Est-ce que c'est une vie qu'on doit redouter? La plupart des gens à qui je pose cette question disent non, c'est une vie qui peut être en fait plus apaisée, plus désirable, plus souhaitable. Et donc, je crois que
quand nous parlons de la transition écologique, de la transformation des sociétés requises pour éviter d'aller vers l'effondrement, je pense qu'il faut arrêter de dire que c'est des renoncements, des sacrifices, parce qu'alors on stimule cette crainte du changement, cet effet de dotation dont j'ai parlé. Il faut dire au contraire, c'est un avenir qu'on peut imaginer, qui peut être désirable, qui peut être souhaitable, puisque c'est une société plus pacifiée, plus apaisée, plus conviviale et plus solidaire. Voilà. Alors, on peut aussi remarquer que les études dont on dispose sur les liens entre consommation et bonheur montrent qu'en fait, il n'y a pas de lien entre l'augmentation de la consommation et donc de l'empreinte écologique et le bonheur. Toujours pour Göteborg, vous avez dans les boules du dessus les différents déciles de la population. Donc à gauche, c'est les 10% les plus pauvres, à droite, les 10% les plus riches. Et vous voyez que, bien sûr, les 10% les plus pauvres sont moins heureux que quand ils sont un peu moins pauvres. Mais sinon, le niveau de bonheur, de satisfaction dans la vie n'est pas très différent selon le groupe de la population auquel on se rattache. Par contre, et ça revient à la slide précédente, les personnes qui sont relativement plus pauvres, c'est-à-dire plus à gauche de cette slide, les boules vertes là, sont des gens dont la consommation est moindre et dont l'empreinte écologique est moindre. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'on peut avoir une empreinte écologique relativement faible, plus faible que les plus riches dans la société, et malgré tout vivre une vie parfaitement épanouie et heureuse. Alors, par manque de temps, je ne peux pas aller très loin là-dedans, malheureusement. Je ne peux pas discuter plus longuement les différences de consommation entre les pourcents de la population les plus riches et les plus pauvres, mais il y a là quelque chose certainement à creuser. Il faut arrêter d'assimiler le bonheur à la possibilité de consommation toujours plus grande et aux émissions toujours plus élevées. Voilà, je ne peux pas détailler cela davantage, malheureusement. La loi numéro 6 que je voudrais mettre en avant, c'est que nous sommes en fait très accrochés à une vie que j'appellerais surdopaminée. Alors l'expression est un peu curieuse peut-être, mais elle fait référence au travail de Robert Lustig, qui est un neuropsychiatre californien qui enseigne à l'Université de Californie et qui est le premier à avoir mis en lumière, il y a maintenant une quinzaine d'années, notre addiction au sucre. C'est d'ailleurs à cette occasion-là que j'ai pu faire sa connaissance et que nous avons pu échanger. Et plus récemment, Robert Lustig a écrit un livre traduit vers le français, je pense, mais je ne sais pas quel est le titre français, mais le livre s'appelle en anglais « The Hacking of the American Mind », c'est-à-dire en fait la prise de pouvoir de nos cervelles par les grandes entreprises. C'est cela dont le livre parle. Et que nous décrit Robert Lustig dans ce livre? Il nous décrit un cerveau où nous sommes tellement stimulés par le nouveau, par les nouvelles expériences, par l'excitation des nouvelles technologies qui nous sont données, que nous sommes devenus terriblement dépendants de cette excitation permanente à laquelle nous sommes soumis. Et évidemment, c'est le rôle même des publicitaires que de nous stimuler en permanence. Et ce que Lustig nous décrit, c'est un cerveau qui est en fait partagé entre deux mécanismes. L'un qui repose sur un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur. C'est ce neurotransmetteur qui nous permet d'être satisfait de notre consommation présente, de notre situation présente, de notre confort. C'est au fond ce qui nous permet d'être heureux avec ce que nous avons. Et puis d'un autre côté, il y a un autre neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et la dopamine, c'est quelque chose qui est addictif. Il nous faut toujours des émotions plus fortes pour avoir notre dose de dopamine nous permettant de ressentir cette excitation que nous avons reçue à partir d'excitations précédentes. Alors, si ce que je vous dis vous paraît un petit peu, abscon ou complexe, je vais prendre une métaphore pour m'expliquer et qui me vient de ce merveilleux ouvrage de Tibor Skitowski, un économiste de Stanford, qui publie ce livre magnifique en 1974, L'économie sans joie, la psychologie de la satisfaction humaine, où Tibor Skitowski utilise cette métaphore. Il nous dit, nous avons beaucoup de plaisir à accélérer sur l'autoroute,
Pensez à cette espèce de grisement que vous vaut le fait de passer de 40 km/h à 120 km/h. Par contre, c'est très ennuyeux, n'est-ce pas, de faire 6-7 heures de voiture tout le temps à 120 km/h. Et ce que nous dit Skytowski, c'est que nous avons une addiction au plaisir qui résulte du changement d'état. Par exemple, nous avons faim, on mange, c'est du plaisir. Nous avons soif, on boit, c'est du plaisir. Par contre, le confort, l'état satisfaisant, très vite nous ennuie. Et ce que Skytowski avait intuitionné, c'est ce que Robert Lustig nous montre, c'est qu'en fait, nous sommes heureux quand nous sommes excités par des choses nouvelles, quand nous éprouvons des expériences inédites, quand nous stimulons la dopamine, mais nous sommes devenus incapables de véritablement jouir de la situation présente. Celle-ci, le confort dont nous sommes entourés, le niveau de consommation auquel nous sommes habitués, très vite nous ennuie. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles nous restons coincés dans nos habitudes de surconsommation, c'est parce qu'on est constamment à la recherche de nouvelles sensations, de nouveaux plaisirs, de nouvelles sources d'excitation, de stimulation, et cela a des origines dans notre cerveau. C'est en tant que neuropsychiatre, de spécialiste des neurosciences, que Robert Lustig publie son travail. Et ceci évoque ce merveilleux passage d'une conférence que John Maynard Keynes donnait à Cambridge en 1928. C'est une conférence très connue dont le titre c'est La prospérité économique de nos petits-enfants. Au fond, ce que fait John Maynard Keynes en 1928, c'est qu'il s'adresse à son public à Cambridge en leur parlant de ce qui sera la situation dans un siècle. Et Keynes nous dit, dans un siècle, on pourra travailler beaucoup moins parce que la productivité au travail aura cru considérablement. Mais méfions-nous, nous dit Keynes, nous sommes très mal outillés pour jouir de ce changement. Voilà ce qu'il nous dit. Je vais le citer. Le problème économique, nous dit-il, pourra être résolu d'ici 100 ans. Nous y sommes presque. Serait-ce un bienfait, nous dit Keynes? Si l'on croit un tant soit peu aux vraies valeurs de la vie, cette perspective ouvre à tout le moins la possibilité qu'un bienfait se réalise. Pourtant, j'entrevois avec inquiétude la réadaptation de l'homme ordinaire, à qui l'on demandera peut-être de se défaire en quelques décennies des habitudes et des instincts qu'il porte en lui depuis d'innombrables générations. Ne devons-nous pas nous attendre à souffrir d'une dépression nerveuse généralisée? En effet, nous dit Keynes, pour ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front, le loisir est une douceur ardemment désirée, jusqu'au moment où ils y accèdent. Pour la première fois depuis sa création, l'homme sera confronté à son problème véritable et permanent. Quel usage faire de sa liberté une fois dégagé de l'emprise des préoccupations économiques? Comment occuper les loisirs que la science et le progrès économique auront conquis pour lui? Comment vivre sagement, agréablement et bien? Ce que nous dit Keynes, en fait, c'est que nous avons été dressés, nos cerveaux ont été dressés à toujours travailler, à toujours consommer, à toujours accumuler. Nous avons été entraînés, dressés à vouloir toujours plus, et nous allons avoir beaucoup de mal, alors que la productivité au travail aura progressé, à occuper ces immenses plages de temps libre qui vont s'ouvrir à nous dès lors que nous nous contentons du confort qui nous permet d'avoir des vies simplement confortables. Et je pense qu'il a raison. Je pense qu'il a tout à fait raison parce qu'on est aujourd'hui dans une société qui est, pour donner un autre exemple, à peu près 2 fois plus riche qu'au début des années 1970. Mais non seulement les gens ne sont pas plus heureux, mais en outre, beaucoup de gens sont plus stressés, plus épuisés. On n'a jamais vu plus de burn-out et de brown-out dans la société qu'aujourd'hui. Et ceci parce que nous n'avons pas tiré les conséquences qui s'imposaient de la capacité que nous aurions eue à réduire le temps de travail, à aller vers une société beaucoup plus apaisée où le temps de loisirs pour l'autoproduction, la conversation, la convivialité est beaucoup plus important. Et donc, nous avons peut-être raté ce tournant. Et je pense que les historiens du futur diront que dans les années 50, début des années 60, nous aurions dû faire un changement de cap
vers une société qui travaille moins, qui consomme moins, qui sort du cycle infernal travail-consommation et qui dégage du temps libre pour que nous puissions autoproduire, dépendre moins du marché et développer du temps de convivialité, de promenade en forêt, d'écoute de la musique, par exemple. Et ce que Keynes nous dit, c'est ça, c'est que nous sommes très peu doués, au fond, pour occuper ces espaces de liberté que l'amélioration de la productivité du travail aurait ouvert en principe. La loi numéro 7, c'est que nous demeurons immobiles tant que d'autres peuvent agir à notre place. Ceci me paraît extrêmement important également, c'est que très souvent, quand on demande aux gens pourquoi ils ne changent pas leur mode de vie, quand on se demande soit pourquoi nous ne changeons pas, bien, très souvent, notre tendance est de dire, je suis le premier à réagir comme ça, c'est ce que moi je fais ne changera rien. Il faut que tout le monde change pour que cela ait un impact. Et donc, je ne vais pas culpabiliser si de toute manière, les petits gestes que moi-même je pourrais poser n'ont pas d'impact à l'échelle de la société. C'est là encore un mécanisme psychologique tout à fait classique qui est dans le milieu des psychologues comme l'effet Kitty-Genovese. Alors l'effet Kitty-Genovese vient de ce célèbre épisode au début des années 60 dans cette banlieue de New York, à Brooklyn, où Kitty Genovese, c'est cette rue que vous voyez ici en photo, a été sauvagement agressée par un individu qui l'a assailli à coups de couteau, et Kitty Genovese a hurlé. Et il y avait dans le voisinage des dizaines de personnes qui ont entendu cet appel au secours. Personne n'a bougé, sauf une vieille femme qui est sortie de sa maison pour porter secours à la dame qui s'était fait attaquer à coups de couteau, mais qui est arrivée trop tard et qui a vu cette victime mourir dans ses bras. C'est un épisode très connu. D'ailleurs, Luca Belvaux, le cinéaste, en a tiré un film qui s'appelle 38 témoins, qu'il replace dans la ville française du Havre et qui retrace cet épisode célèbre. En fait, l'épisode Kitty Genovese illustre une loi, c'est que quand nous pourrions agir, mais que beaucoup d'autres pourraient agir à notre place, nous ne nous sentons pas le devoir d'agir parce qu'on se dit, après tout, tellement d'autres personnes pourraient intervenir, il n'y a pas de raison que moi-même je m'expose et que même je prenne un risque. Dans l'exemple Kitty Genovese, c'est tout à fait clair. Et donc, en matière de changement climatique, c'est la même chose. Beaucoup de nous sommes paresseux à changer parce qu'on se dit que ça ne sert à rien. Enfin, dernière loi, et cette loi est un peu plus optimiste que les précédentes. C'est pour ça que ce ne sont pas que des lois sur l'inertie, c'est plutôt un parcours dans les différents mécanismes psychologiques qui peuvent expliquer soit le changement et la mobilisation, soit au contraire effectivement l'immobilisme et l'inertie. La loi numéro 8 est peut-être celle qui est la plus optimiste des 8 lois que je vais mettre en avant. Et cette loi numéro 8, c'est que les normes sociales peuvent changer une fois qu'un certain seuil est franchi. Alors, je voudrais citer ici, pardonnez-moi, le travail d'un sociologue qui s'appelle Robert Putnam et qui a publié en 2000 un ouvrage merveilleux qui s'appelle Bowling Alone, aller au bowling seul. Et c'est un ouvrage dans lequel Robert Putnam décrit comment la société américaine, aux États-Unis donc, est devenue de plus en plus individualiste au fil des années, dans les années 80 et 90. Les gens ont beaucoup moins investi dans les syndicats, dans les partis, dans l'action militante, dans les manifestations. Ils se sont invités beaucoup moins les uns chez les autres, ils se sont adonnés beaucoup moins à des activités bénévoles au service du monde associatif. Bref, ce que Robert Putnam montre et tente de comprendre, c'est pourquoi la société américaine est devenue une société d'individus atomisés les uns par rapport aux autres. Le capital social s'est au fond rétréci au cours des années 1980 et 1990. Parmi les raisons qui expliquent ce rétrécissement du capital social, Putnam identifie le fait que les
les gens habitent à distance de leur travail et du lieu où les enfants vont à l'école, donc on se sent moins solidaire du territoire, les gens ont moins le temps d'investir dans l'action collective, les gens ont consacré de plus en plus de temps à la télévision, à Internet, et donc n'ont plus le temps de converser entre voisins pour construire des choses ensemble. Bref, il y a toute une série de raisons que Putnam met en avant. Mais ce que Putnam met aussi en avant, c'est que les normes sociales qui déterminent si on va construire ensemble des actions, travailler ensemble à faire de la politique ou à interpeller les gouvernements, etc., sont des normes sociales qui peuvent évoluer très vite. Et voici un graphique, c'est le dernier que je voudrais vous présenter, qui me paraît extrêmement intéressant. Il a été publié en 2018 sur base d'un ensemble d'expériences qui ont été faites sur des communautés où une minorité a voulu changer la norme de la communauté. Je m'explique en vous demandant de regarder les deux axes du graphique. Vous avez sur l'axe horizontal le pourcentage de la population qui s'engage dans un changement, par exemple qui parle autrement des rapports entre les femmes et les hommes, ou bien qui recyclent leurs déchets, ou bien qui renoncent à prendre la voiture sur des courtes distances, etc. Donc, c'est le pourcentage de la population qui s'engage dans le changement, ligne horizontale, et la ligne verticale, c'est le pourcentage de la communauté qui est convertie à ce changement. Eh bien, ce que ce graphique nous montre, c'est que quand les gens qui changent sont 18, 20%, 21%, en fait, très peu du reste de la communauté va changer son comportement. C'est pour ça qu'au début, ce graphique est relativement plat, on reste en bas. Mais dès lors que cette minorité agissante représente 24, 25% de la population, tout d'un coup, voilà 70, 75, 90, 100% de la communauté qui change. Pourquoi? Eh bien parce que une minorité de 25%, si elle est perçue par le reste de la population comme annonçant l'avenir, comme montrant la voie à suivre, si au sein de cette communauté d'agissants ou de cette minorité d'agissants, il y a des gens charismatiques qui, par l'exemple, montrent que le changement est possible, la norme sociale peut évoluer de manière très, très rapide. Et ce qui m'intéresse, moi, dans ces expériences qui ont été faites, c'est non seulement qu'elles convergent et que ce basculement a souvent lieu à partir de 23-25% de la population, c'est donc un seuil à partir duquel on arrive à un nouvel équilibre, si vous voulez. Mais ce qui est aussi intéressant, et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est que le changement de norme sociale n'est pas linéaire. On ne passe pas de 5% de la population qui change à 10%, à 15%, à 20%, à 25%, à 30%, etc. On passe très lentement au début d'un pourcentage à l'autre, et puis tout d'un coup, on va passer de 25% à 80%. Et cet effet de basculement peut être très brutal. On peut penser, par exemple, à l'évolution de nos manières de cohabiter entre fumeurs et non-fumeurs. On peut penser à notre rapport au tri des déchets. On peut penser peut-être demain à notre rapport à l'avion. Je crois que la perception de l'avion change très vite depuis 2 ou 3 ans. On peut penser à toute une série de domaines dans lesquels les normes sociales sont en train de changer et parfois très vite. Et je crois que progressivement, les changements individuels seront facilités parce que la communauté dans son ensemble validera certains comportements, découragera d'autres comportements de manière telle qu'une nouvelle routine va pouvoir se substituer à l'ancienne. Alors, évidemment, il devrait être possible d'influencer ce changement de norme sociale. Ce n'est pas facile à faire. Voici, par exemple, une photo qui montre les voisins de ma rue, la rue du Sceptre à Ixelles. Nous avons mis sur pied un petit groupe de voisins qui prend des initiatives pour améliorer la vie dans le quartier. Et par exemple, nous avons voulu nettoyer la rue de manière très spectaculaire. C'est pour ça qu'on a mis vous le voyez, des perruques de couleurs, des habits très, très colorés, remarquables pour attirer l'attention des habitants de la rue. Nettoyer la rue, pourquoi? Pour changer la norme, pour que les gens comprennent qu'il fallait arrêter de jeter des poubelles sauvages ou des papiers gras dans la rue. Et nous avons voulu tenter
par l'exemple en quelque sorte, si les gens nous voient travailler dans la rue, de changer la norme. C'est très difficile à faire, mais si de manière régulière on effectue ces changements, peut-être que cela aura un impact pour que finalement la norme sociale vienne à changer. Alors aujourd'hui, je pense que dans notre société, nous sommes peut-être, et vous en faites partie, beaucoup d'entre vous, 12-15% à être vraiment conscientisés par le risque environnemental, à vouloir changer notre manière de consommer, de produire, de nous déplacer, etc., à tenter d'améliorer les choses autour de nous. C'est peu, 12-15%, ce n'est pas assez. Mais le jour où nous serons 24-25%, peut-être que nous assisterons à ce basculement qui nous permettra finalement de surmonter cette inertie dont je vous ai parlé. Et c'est là-dessus que je voudrais terminer en vous remerciant et en me réjouissant de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Merci beaucoup. Merci Olivier. Voilà, on va passer en effet aux questions. Il y en a eu beaucoup, des questions précises et des questions plus générales. Donc, je vois avec Pascal si elle a pu faire une première synthèse. Peut-être l'idée est de poser 2 ou 3 questions à la fois. C'est peut-être plus facile pour toi, Olivier, de répondre à 2 ou 3 questions à la fois plutôt que d'avoir tout le bloc d'un coup. Oui. Alors, il y a voilà, quelqu'un qui parle des tickets de rationnement qu'il y avait pendant la dernière guerre et que voilà, c'était pour voir si c'était pas une bonne idée d'avoir un genre de ticket, une taxe CO2 pour le pollueur-payeur en fait. Alors une autre question, c'était les pistes pour tout ce qui est éducation populaire, apprendre aux citoyens à exercer son droit de citoyen. Et une question aussi, c'est utiliser les success stories pour montrer que la transition est rentable, en fait, des personnes qui ont réussi à monter une entreprise ou une association autour de la transition et que ça fonctionne et qu'il faut peut-être beaucoup plus utiliser ces success stories-là. Voilà, c'est déjà 3 premières petites questions. Oui, super. Non, vas-y Olivier. C'est très intéressant. Je vais réagir d'abord à la question des tickets de rationnement. Je ne sais pas trop qu'en penser. D'un côté, je crois que c'est peut-être une solution parce que inévitablement, on va devoir réduire notre ponction sur les ressources et la quantité de déchets que nous émettons, et peut-être qu'un système de rationnement est indispensable pour cela. D'un autre côté, cette idée de ticket de rationnement, ça renforce l'idée que la transformation écologique, c'est un renoncement, c'est un sacrifice, et que le discours de renoncement, de sacrifice, induit des peurs, conduisant les gens à regarder ailleurs ou à voter pour d'autres et à se détourner de ce message. Et bon, les gens qui ont travaillé sur les récits autour du changement climatique, notamment George Marshall en Angleterre, m'ont convaincu qu'il fallait au contraire miser sur un discours qui est beaucoup plus enthousiasmant qu'un discours anxiogène et qui parle de la désirabilité ou du caractère souhaitable d'une société ayant opéré la transition plutôt que des renoncements à faire, des sacrifices à faire. Voilà. Donc c'est un peu difficile ou ambigu. L'autre chose, c'est que ces tickets de rationnement, si effectivement ils sont un système de quotas que chacun peut utiliser, il y a 2 versions. Il y a une version de droite qui consiste à dire on va ensuite créer une bourse, un marché sur lequel ces droits de polluer pourront s'échanger. Et alors le risque, c'est que les plus riches vont pouvoir polluer plus en rachetant les quotas des plus pauvres. Mais d'un autre côté, ça permet d'améliorer la situation des personnes en pauvreté sans doute, mais avec une injustice, si vous voulez, qui concernera des niveaux de consommation très différents, qui sera le résultat de niveaux de consommation très différents, ou bien on n'accepte pas la création d'un marché des droits de polluer, et alors on aura des conséquences qui seront vécues par la population, éventuellement avec beaucoup de résistance, quoi. Et on revient alors à une question qui a été abordée dans le premier round, c'est que si on ne fait pas participer les gens à l'identification des solutions,
on va rencontrer des résistances. Rappelez-vous la réaction des Gilets jaunes en novembre 2018 à la hausse pourtant minime du prix du carburant. Très clairement, si on avait anticipé ces réactions et si on avait associé dans une convention climat des gens représentatifs des habitants de la périphérie, des grandes banlieues que sont les Gilets jaunes à la réflexion, on aurait pu aller vers des solutions même beaucoup plus radicales qui auraient été pourtant beaucoup mieux acceptées parce qu'une participation digne de ce nom aurait été à la base de ce changement. Donc, oui, ticket de rationnement, peut-être faudra-t-il en venir à cela. Malheureusement, les échéances sont telles que c'est peut-être devenu inévitable, mais alors avec la participation des gens, en garantissant que la situation des personnes en pauvreté sera prise en compte. Deuxièmement, l'éducation populaire. Oui, c'est absolument vital. Alors, il se fait que la Fondation Roi-Baudouin, dans des conversations que j'ai pu avoir avec eux, ont proposé de développer des forums, des focus groups, comme on appelle ça, des ateliers, avec des personnes vivant dans la précarité pour parler du changement climatique. Il s'agit en fait de bien comprendre que le discours qui anime les gens qui vont manifester le 2 décembre 2018 ou qui font grève pour le climat dans les écoles ne mobilise pas une grande partie de la population qui a d'autres soucis beaucoup plus immédiats qui tiennent à leur difficulté à nouer les deux bouts et qui sont beaucoup moins sensibilisés à la question environnementale. Et je pense extrêmement important de développer un discours qui aille vers ces personnes-là aussi. Je crois que c'est possible de le faire. Je relève notamment que ce sont les personnes en pauvreté qui sont les premières victimes de la pollution de l'air dans les villes, parce qu'elles habitent souvent à proximité des zones les plus polluées ou dans les zones les plus polluées, ils en subissent directement les conséquences. Ce sont aussi ces personnes qui ont le moins de possibilités de se protéger de la pollution de l'air parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller régulièrement se mettre au vert dans la campagne ou plus loin encore. Et donc, il y a certainement des arguments qui permettent de montrer que ces personnes-là sont les premières intéressées à ce que l'on agisse de manière très radicale contre la pollution, notamment dans les grandes villes. Mais pour beaucoup de personnes en pauvreté, la transition écologique fait peur parce qu'ils ont l'impression que ça va déboucher sur des nouvelles taxes, sur une consommation plus chère, parce qu'on va amener des écotaxes, etc. Et donc, il faut être extrêmement attentif à ce que ces personnes qui sont déjà victimisées par la pollution ne soient pas victimisées une deuxième fois par les mesures qui sont prises pour lutter contre la pollution. Et c'est ce genre de crainte qu'il faut pouvoir identifier en travaillant avec les personnes en pauvreté et qui souvent, ne l'oublions pas, sont des écologistes sans le savoir, parce que ce sont des personnes qui recyclent, qui réparent, qui économisent, qui ont une consommation beaucoup moins grande que la plupart d'entre nous. Et ce sont donc des gens qui peuvent, grâce à leur inventivité, grâce aussi à leur appui sur les réseaux de partage, nous montrer la voie à suivre pour une sobriété qui s'impose à nous tous et nous toutes en raison de la situation de l'environnement. Voilà. Donc je pense qu'il y a là un dialogue très très important et utile à nouer avec les ménages en précarité sur ces questions. Troisièmement, les success stories, ça me paraît très important. Je crois effectivement que la mobilisation des gens peut venir de ce qu'ils voient autour d'eux ou autour d'elles, des exemples de changements positifs dans la vie qui vont dans le sens d'une réduction de l'empreinte écologique. Et c'est à cela que répondait le film Demain. Quand Cyril Dion a lancé l'idée du film, il ne s'attendait absolument pas à ce succès énorme que le film a eu, mais manifestement les gens sont plus réceptifs à ce message-là, qu'il y a des solutions qu'il faut simplement développer à l'échelle, qu'un message anxiogène comme celui qu'on voit dans le film de Nicolas Hulot, par exemple, le syndrome du Titanic, ou d'autres films, comme par exemple Une vérité qui dérange de Al Gore. Donc on a un message positif à diffuser et les gens seront d'autant plus sensibilisés qu'ils assimilent
la transition écologique a des histoires très belles de gens à qui cela a réussi. Et je pense que c'est effectivement une veine à explorer. Merci Olivier. Je vois que tu parviens à répondre à des questions qui n'ont pas encore été posées en développant les réponses à certaines qui ont été posées. Pascal, peut-être une série d'autres questions avec 2-3 personnes qui demandent que tu parles un peu plus fort près de ton micro. Oui. Oui. Alors, oui, en rapport avec la loi 6 qui parle, enfin, avec les neurosciences. Voilà, il faut simplement l'interdire. Ou alors stimuler, en fait, comment stimuler la sérotonine pour changer, en fait, le cerveau et les manières de penser en matière pour évoluer vers une amélioration du changement climatique. Je veux dire. Alors, oui, en fait, c'était toutes les questions au niveau de la croissance, de la rentabilité, voilà, que le changement climatique n'est pas forcément rentable, qu'il y a tout le dogme de la croissance, et notamment si on baisse le temps de travail, et que on l'a fait au siècle dernier, maintenant on ne le fait plus. Peut-être pour des questions de profit, et donc on parle des fameux 1% qui bloquent peut-être certaines choses. Et alors une dernière question qui était à propos de la dernière loi et la crise actuelle de la société atomisée, en fait. Est-ce que c'est pas un risque de la crise actuelle qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Voilà. Oui, et alors aussi, oui, encore une dernière chose, que faire, en fait, voilà, en parlant des effets d'entraînement, est-ce que ce n'est pas une élite qui doit commencer à amorcer le mouvement pour que les autres suivent? Voilà, c'était aussi une des questions. Ok, merci. Il y a pas mal de questions. Il y a aussi beaucoup de commentaires sur le chat. Donc, Olivier, c'est à toi. Je suis là. Oui, j'essaye de noter plus ou moins bien les questions très riches que Pascal a résumées. Donc, première question sur la différence entre bonheur et plaisir. Donc, je rappelle que dans l'utilisation que Tibor Skitovski fait de ce duo, le plaisir, c'est le changement d'état, c'est le passage d'un état à l'autre, c'est l'excitation que l'on ressent parce que l'on change, alors que le bonheur, c'est simplement la jouissance de ce que l'on a, de ce dont on dispose. Et la thèse qu'il avait il y a donc déjà 35 ans, mais même 45 ans, mais qui est mise au goût du jour par ce neuroscientifique qui est Robert Lustig, c'est que nous avons des cerveaux qui sont tellement stimulés en permanence par des expériences nouvelles toujours plus excitantes que nous sommes devenus au fond des inadaptés au bonheur, en fait, incapables de nous contenter de ce que nous avons déjà. Alors, moi, je ne suis pas du tout un scientifique dans ces questions, et donc je ne sais pas vraiment répondre à la question de savoir comment la sérotonine peut être mieux stimulée, malheureusement. Donc, je déçois ici la personne qui a posé cette question, mais je crois que la vogue que connaissent les idées de pleine conscience, par exemple, ou la méditation, sont quand même symptomatiques de cette prise de conscience que nous avons, qu'une partie du problème de la transition écologique réside en nous et dans le besoin de faire une sorte de transition intérieure, de faire un examen de conscience, de réfléchir où réside véritablement notre bonheur, bref, de nous débarrasser de l'idée que le bonheur réside dans le toujours plus, dans l'accumulation ou dans le changement permanent d'état. Mais la pression est forte. Elle vient de la publicité, elle vient de l'obsolescence programmée des objets, elle vient du regard des autres, les voisins, la famille, etc., qui
avec qui on a besoin de rivaliser en permanence par des modes de consommation toujours plus extravagants. Et je crois qu'il y a des pressions familiales et sociales qui font qu'il est très difficile de demeurer lucide quant à ce qui fait vraiment notre bonheur, notre félicité. Et donc, voilà, moi, je n'ai pas de bonne réponse, vous l'entendez, hein, par le caractère embarrassé de ma réponse, mais je crois que la dimension spirituelle est sans doute incontournable dans ce débat-là. Et une manière de paraphraser la question « Comment stimuler la sérotonine ?» c'est de répondre mais comment convaincre chacun et chacune que le bonheur peut se trouver dans des choses très simples, dans la balade qu'on fait en forêt avec des proches, dans le pique-nique qu'on prend en commun, dans le magnifique morceau de musique que l'on écoute chez soi, et qu'on n'a pas besoin de choses extravagantes pour, au fond, jouir du moment qui passe, quoi. Voilà, c'est cette sagesse, au fond, que nous devrions peut-être retrouver, et peut-être qu'il y a là une condition à la transformation écologique. Alors, la deuxième question portait sur temps de travail, croissance et le lien avec la transition écologique. Excellente question, très difficile. Et je vais être nuancé ici, hein. Donc, en commençant par dire qu'il faut ne pas tomber dans le piège du discours croissance-décroissance. On perd le combat dès lors qu'on accepte ce dualisme-là. Et je parle plus volontiers pour ma part de post-croissance ou de prospérité alternative. Pourquoi ? Parce que la croissance, telle qu'elle est comprise par la plupart des économistes, c'est la croissance du PIB par habitant, donc la croissance de la richesse produite dans une communauté. Et cette croissance-là, elle est vue comme indispensable par les économistes pour 3 raisons. Un, elle est censée créer des emplois. Alors là, je n'y crois pas, je vous le dis tout de suite. En fait, la croissance que l'on a stimulée, notamment grâce à des technologies nouvelles, grâce à des accords de libre-échange commercial, etc., c'est une croissance qui a détruit des emplois. Et donc, on s'époumonne à créer des emplois qu'on détruit par la recherche de la croissance. Donc, ça me paraît une stratégie complètement contradictoire. Mais il y a deux autres arguments en faveur de la croissance qui sont mis en avant, qui me paraissent ne pas pouvoir être ignorés. Un, nous avons une dette publique importante dont le fardeau sera insoutenable si l'on n'a pas une richesse monétaire suffisante créée. Et deux, nous avons besoin de pouvoir taxer l'activité économique pour fournir des services publics à la population. Et si l'activité économique se contracte trop fort, sans qu'on ait un plan d'atterrissage, si vous voulez, on n'arrivera pas à fournir des services publics avec les financements de l'impôt. Et donc, pour moi, ce qu'il faut, c'est programmer le ralentissement, et non pas passer tout de suite à la décroissance, mais programmer le ralentissement, et surtout, c'est ça qui est important, définir la croissance autrement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, évidemment, arrêter d'investir dans les énergies fossiles ou les autoroutes, mais investir dans les infrastructures de transport en commun, investir dans l'isolation des bâtiments, investir dans le soutien à l'agriculture bio et dans l'agroécologie, investir dans les circuits courts, investir dans les énergies renouvelables. Tous ces investissements font de la croissance. Tous ces investissements font qu'on va développer une société qui va effectivement pouvoir être prospère, mais autrement. Et investir beaucoup moins dans la possibilité de consommation individuelle que dans des biens publics qui permettront à chacun et à chacune d'avoir une vie plus épanouie et plus belle, mais grâce à la solidarité, grâce à des services publics, grâce à des investissements dans la transition écologique, et pas simplement par des modes de vie plus sobres et plus simples. Donc la question de la croissance est une question compliquée. Moi, je ne veux pas sous-estimer les arguments macroéconomiques, mais je pense que le contenu de la croissance doit être très différent et que nous devons en même temps veiller à ménager l'atterrissage pour ces raisons macroéconomiques que j'ai évoquées. Voilà, pardon d'avoir été un peu complexe sur cette question-là, mais je pense qu'on doit sortir aujourd'hui des simplismes qui, je pense, décrédibilisent notre discours de post-croissance socialiste, si vous voulez. Alors, je termine par effectivement la troisième question sur le rôle des élites et le changement de normes sociales. En fait,
la question a été posée tout à l'heure des success stories et des influenceurs. Et je crois que c'est vraiment important de poser cette question, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens sont convaincus de changer? Et pour ma part, je crois que la question de la cohérence est absolument clé. La question de la cohérence est clé au niveau des gouvernements d'abord. Et ça n'a pas de sens de demander aux gens de faire des efforts, d'avoir des labels, des écolabels variés et de prétendre opérer la transformation écologique, si par ailleurs on développe un aéroport régional ou que l'on investit dans les énergies fossiles. Ça n'a pas de sens. Et donc, la première condition de crédibilité des gouvernements, c'est une cohérence entre ce qu'ils disent vouloir faire et ce qu'ils font en réalité. Et moi, je suis atterré quand je vois l'utilisation qui est faite, par exemple, de l'argent des contribuables pour relancer la machine économique après la crise du Covid-19. On déverse de l'argent considérable au bénéfice des entreprises par crainte qu'elles tombent en faillite, mais sans demander aux entreprises qu'elles réduisent les écarts de salaire en leur sein, sans demander aux entreprises qu'elles ne créent pas des filiales dans des pays qui sont des paradis fiscaux et où vont être déclarés leurs bénéfices, et sans demander aux entreprises d'opérer une transition pour sortir des énergies fossiles. Et donc, voilà, cohérence, c'est vraiment indispensable pour la crédibilité de l'action publique. Et puis, c'est indispensable pour les personnes qui sont, qu'on appelle les influenceurs ou les influenceuses, les leaders d'opinion, que les gens écoutent. Je pense que c'est vraiment important que ce que l'on dit, l'on fasse. Sinon, le message ne passe pas, et sinon, le message paraît simplement hypocrite, quoi. Alors, cela dit, je veux dire on n'est pas des saints, on n'est pas des purs, la vie est complexe, les pressions familiales, sociales, professionnelles sont là, mais un des chevaux de bataille que je poursuis pour l'instant, c'est la reconnaissance de l'objection de conscience écologique. L'objection de conscience écologique. Exactement comme on a une objection de conscience religieuse, ou une objection de conscience philosophique, où on peut refuser de porter les armes parce qu'on ne croit pas à la guerre. Il faudrait une objection de conscience écologique qu'on puisse refuser, par exemple, vis-à-vis d'un employeur, de faire un voyage aérien inutile, alors que par un Skype, par un Zoom, on peut très bien avoir une relation de travail avec un collègue ou un client à l'autre bout du monde tout à fait satisfaisante. Et je crois que dans la loi, donc c'est un appel à ceux d'entre vous qui êtes dans les instances de décision, qu'on ait dans la loi la reconnaissance de l'objection de conscience écologique. Je trouve que ce serait super, quoi. Ce serait montrer que l'attitude qui consiste à refuser d'être complice de la société de consommation est une attitude digne que la société reconnaît comme méritant la protection. Je pense que ce serait magnifique. Merci Olivier. Il nous reste une petite dizaine de minutes, donc on peut encore prendre une dernière série de questions. J'ai juste une question très pratique qui a été posée, c'est savoir si ton PowerPoint sera disponible, si on peut l'avoir et l'envoyer aux gens. Voilà. Donc tu pourras répondre à ça. Pascal, encore 2 ou 3 questions peut-être? Oui, une question sur le service civil. Quelqu'un qui demandait que il pourrait être obligatoire pour compenser une diminution des moyens publics puisqu'on est endetté jusqu'au cou. Oui, le service civil, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui. C'est parce que j'ai le service civil. Et quelqu'un qui me posait en message privé la question sur la propreté des énergies renouvelables, en fait. On parle de changer, d'aller vers des énergies renouvelables, mais il y a la question de l'extraction des minerais rares. Voilà, il y a quelques éclaircissements à ce sujet-là, qui intéresse. Bien, merci pour ces questions. Alors, je vais tenter de… D'abord, mes slides peuvent être rendus disponibles, donc je proposerai d'envoyer le lien à Marc Tierwaagne et Pascal Ambul pour qu'elles le diffusent, le lien, pour qu'ils le diffusent, donc sans aucun problème. Alors, la question du service civil. Moi, je suis absolument pour. J'ai signé un papier là-dessus pour encourager cette solution. Ça me paraît extrêmement important, en fait, pour 3 raisons. Et la moins importante, c'est de compenser la réduction des services publics ou
ou les mesures d'austérité qui réduisent la capacité pour l'État de fournir des services publics, même si c'est sans doute un argument en faveur du service civil. Je pense qu'il y a deux autres raisons plus importantes encore. Un, c'est donner aux jeunes la possibilité d'une première expérience professionnelle dans un milieu associatif, humanitaire, où ils peuvent acquérir une expérience dans le non-marchand qui les incitera peut-être à faire de cela la passion de leur vie. Vous savez, c'est hyper important, hein, les premières années de vie professionnelle. Et aujourd'hui, les jeunes sont souvent forcés, parce qu'ils n'ont pas le soutien de leurs parents, en général, de gagner leur vie, quoi. A fortiori, s'ils ont emprunté pour étudier, ils doivent rembourser une dette. Et donc, ils prennent l'argent où ils se trouvent et ils font des jobs qui ne les passionnent pas nécessairement, mais qui leur donnent une expérience professionnelle et leur permettent de ramener des sous. Si on disait aux jeunes, voilà, l'État va subsidier pendant 2 ans, 18 mois, 2 ans, une expérience dans le monde associatif, non, ce serait magnifique parce que ces jeunes seraient orientés vers un type de choix de vie très, très différent. C'est pour la même raison d'ailleurs que je suis partisan d'une allocation universelle pour les jeunes de 18 à 25 ans, parce que dans cette tranche d'âge-là, au moins, être libéré du souci de devoir faire de l'argent me paraît essentiel pour faire des choix qui sont dictés par ses passions, ses convictions, plutôt que par le souci de payer un loyer. Voilà. Donc, ça, c'est une raison qui me paraît vraiment fondamentale. L'autre raison, c'est qu'évidemment, le service civil, c'est une manière de confronter les jeunes à des réalités que sinon ils pourraient passer leur vie entière à ignorer. Il se fait que par hasard, moi je suis dans la dernière génération à avoir été soumis au service militaire obligatoire. Hein, c'était avant la loi qui a changé cela. Et j'ai fait un service civil à la Ligue des droits humains, qu'on appelait à l'époque la Ligue des droits de l'homme. 22 mois, hein, payé pratiquement pas. Hein, donc c'était l'équivalent de 5 000 € par mois. C'était donc 150 €. 5 000 francs belges, pardon, 150 €. Mais c'était passionnant, quoi. Et j'ai appris énormément au contact, notamment des personnes victimes d'atteintes aux droits humains qui venaient visiter la Ligue à ce moment-là. Voilà. Et c'était vraiment, ça n'a pas cessé d'influencer mon travail. Donc, je pense que c'est ça. Le service civil a toute une série de raisons d'être soutenu. Moi, je suis absolument pour. Je constate d'ailleurs que c'est dans la déclaration gouvernementale, on va essayer d'avancer dans cette direction, semble-t-il. Enfin, la question de la propreté des énergies renouvelables, oui, c'est vrai que c'est un débat compliqué. C'est vrai que lorsque les énergies renouvelables reposent sur des technologies de pointe, notamment dans le domaine du photovoltaïque ou des batteries au lithium pour équiper les voitures électriques, cela suppose l'accès à des métaux rares, des pierres rares, des terres rares, qui sont notamment en Afrique centrale, au Canada et en Chine, et ça pose beaucoup de problèmes. Les conditions d'exploitation sont souvent déplorables, les impacts sur les communautés locales sont déplorables. Je ne connais pas le problème assez pour vraiment donner une réponse satisfaisante. Je dirais simplement 2 choses. Un, c'est que les technologies qu'on développe aujourd'hui sont en train de réduire cette dépendance sur les terres rares. 2, il y a dans la littérature autour de cette question, que je ne connais pas bien, il y a aussi des textes qui sont très suspects de décourager la transition écologique. Et mon ami Jean-Pascal Van Yperseel, à qui j'ai déjà fait référence 2 fois cet après-midi, j'y fais référence donc une 3e fois, me dit attention, méfie-toi, notamment tout ce qu'on dit sur les voitures électriques, c'est souvent piloté par l'industrie automobile et les producteurs d'énergie fossile qui veulent décourager les gens de faire un changement, et notamment à partir de cet argument que le livre de Sébastien Piron sur cette question a notamment détaillé. Mais voilà, moi je ne suis, désolé, je ne suis vraiment pas spécialiste, c'est à des ingénieurs que vous devriez poser cette question, je m'en remets volontiers à eux, ce sont eux qui pourraient répondre de manière plus détaillée à cette question. Voilà. Je voudrais aussi dire que le rapport que j'ai fait pour l'Assemblée générale des Nations Unies, donc je peux envoyer aussi le lien à Pascal et Marc, examine y compris cette question. Le rapport, c'est comment éradiquer la pauvreté dans un monde de ressources rares.
Et donc, je tente de montrer comment justice sociale et transition écologique peuvent être combinées. Voilà. Et j'ai un paragraphe sur cette question des énergies renouvelables et des impacts sur les communautés affectées par ce développement. Merci beaucoup. Voilà, on est arrivé un peu au terme de notre après-midi. Donc, j'ai bien noté que tu nous enverras le lien vers le document PowerPoint et éventuellement tous les autres documents qui te semblent toucher à ce dont on a parlé cet après-midi. Ça nous intéresse, ça peut compléter l'information des gens. Parce qu'en fait, vu les échanges qu'il y a eu sur le chat, on s'aperçoit que le sujet peut partir dans de très, très nombreuses directions et être approfondi dans de très nombreux domaines. Je voudrais, moi, pour conclure, d'abord te redire un tout grand merci, Olivier, pour ta présence un samedi après-midi pour Etopia. Voilà, c'est le week-end. On ne peut pas dire qu'il fasse très beau dehors, donc on n'a pas perdu grand-chose, mais enfin, c'est quand même le week-end. Et donc, c'est très généreux de ta part d'avoir accepté de nous rejoindre en ce moment. Je voudrais aussi remercier Pascal, parce que franchement, le boulot n'a pas dû être facile. Quand on voyait le mélange de commentaires, d'impressions, de questions, d'avis qui étaient publiés dans le chat, c'était pas évident de pouvoir synthétiser tout ça en questions pertinentes et auxquelles il pouvait être répondu relativement aisément. Et enfin, je voudrais remercier tous ceux qui sont encore là, toutes celles et tous ceux qui sont encore là, pour leur présence aussi, samedi après-midi, bien sûr, et leur dire que donc, dès que c'est possible, dès que notre service communication en aura un peu le temps, mais ils retravailleront un peu l'enregistrement Zoom pour pouvoir le mettre à la disposition de tout le monde sur le site d'Etopia. Donc, ce sera dans quelques jours, peut-être une semaine ou deux, je ne sais pas. Je ne connais pas leur agenda, mais voilà, ce sera fait et il y aura de toute façon une information sur le site Etopia et dans la newsletter d'Etopia. Voilà, je vous souhaite déjà tous et toutes une bonne fin de week-end, de joyeuses fêtes, si j'ose dire, parce que franchement, joyeuse n'est peut-être pas le mot adéquat cette année. Et voilà, en ce qui nous concerne au niveau du programme de formation d'Etopia, nous ne savons pas à ce stade-ci dans quelle mesure on pourra reprendre des formations sous leur format normal, c'est-à-dire les formations en présentiel ultra interactives et sympathiques dans nos salles de Namur, ou si nous devrons encore recourir à des événements comme celui-ci en vidéo. On fera tout ce qui nous paraîtra possible de faire. Voilà. Olivier, merci beaucoup une dernière fois. Et voilà, bonne fin d'après-midi, bonne soirée à tout le monde. Voilà, merci à tous et toutes. Au revoir. Au revoir.